toujours autant de se retrouver? Il me manquait un mot dans ma phrase. Pourquoi ça fait toujours autant plaisir de se retrouver? Je sais pas si ça vous fait cet effet-là, cet effet de safe place. Tiens, tu peux en parler dans off. Ah oui, on se sent toujours bien, moi je trouve. Quand on met Aja, même quand je suis chez moi, je mets Aja en fond et je me sens bien en sécurité. Ah, ça fait plaisir, hein. Franchement. Toi aussi, ça te fait cet effet-là, Nico? Alors, ça me fait exactement cet effet-là, mais surtout même le fait d'être accueilli, c'est hyper chaleureux, t'es à l'aise, t'as soif, tu bois, genre t'as faim, tu manges, tiens, t'es chez toi en fait. Ici. Ça fait plaisir, ça fait plaisir ça. Bon, en tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette deuxième partie d'Aja dans l'Age After. Vous allez voir, le programme, il est chargé. Dans quelques instants, Natania que vous connaissez tous depuis plusieurs années, maintenant va nous rejoindre. Elle va nous parler de son ouvrage, elle va nous parler de son livre. Elle a un vrai message à faire passer, un vrai message qu'elle porte avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de courage, sur une histoire douloureuse. Vous pensez tout connaître de Natania, mais sachez que vous ne savez strictement rien. On va parler d'un sujet très important en lien avec l'ASE, l'aide sociale à l'enfance. Je vous en dis pas plus parce que pour l'heure, Aja ouvre sa clinique, c'est l'Aja Clinique. Et nous recevons dans l'Aja Clinique cette semaine Léa Marie en consultation. Pour mieux comprendre le motif de sa consultation, je vous propose de regarder cette vidéo qu'elle a partagée aux côtés de Laura Lampica. Elle dit ouais, écoute, il y a un nouveau truc qui est hype en ce moment, c'est pas encore trop connu, mais ça s'appelle Mounjaro. Ok. Et du coup, je lui ai dit, bah, c'est quoi ça? Il m'a dit, bah, en fait, de base, c'est des injections faites donc pour les diabétiques, pour régler le taux d'insuline. Mais si toi, tu en fais, bah, en fait, ça va réguler ton taux de sucre et ça va te couper la faim. Je lui ai dit, mais c'est super ça. Je lui ai même pas demandé c'était quoi les effets secondaires, rien de tout ça, j'en avais rien à péter, je voulais juste perdre mon poids. Ok. Donc, il m'a donné une seringue. Voilà, donc on avait déjà parlé bien évidemment d'Ozempic, c'est le sujet phénomène dont tout le monde parle sur les réseaux sociaux parce que ce sont des injections, des piqûres à la portée de tous quasiment si on en croit ce qu'on entend et ce qu'on voit également et qui permettrait de perdre du poids de façon fulgurante sans se restreindre parce que l'appétit serait tout simplement coupé. Et là, c'est pas Ozempic, elle parle d'une piqûre de Mounjaro. Alors c'est quoi le Mounjaro? Quels sont les effets? Qu'est-ce que ça fait? Vous allez voir qu'il y a un docteur qui va se connecter avec nous dans quelques instants et qui va tout nous dire, vous informer aussi, mais dans un premier temps, les filles, Nico, comment vous analysez cette prise de parole de Léa Marie, ce nouveau phénomène, ces médicaments destinés aux diabétiques qui sont utilisés pour la perte de poids? Alerte danger. Alerte danger. Bah oui. Alerte danger. Une piqûre qui commence. Et non, mais c'est une catastrophe. C'est hyper dangereux de parler ouvertement de ça. Ça banalise la chose. Ça vante les mérites de l'efficacité de ces piqûres. Très dangereux. Très dangereux. Je connaissais le Kilimanjaro, pas la piqûre Mounjaro, mais... Eh ben, tu l'auras appris. Nancy, ton analyse sur la prise de parole de Léa Marie aux côtés de Laura Lampica. Bah là, on parle d'un médicament, d'un traitement médical. Et la loi française interdit en tout cas la promotion des médicaments. Donc déjà, juste pour ça, c'est illégal. Donc déjà, là, comparé à RIM, on est un peu sur le même terrain. Oui, on ça parlait reste de la RIM la semaine promotion. dernière. Voilà. Alors, c'est pas allez, faites ça. Mais bon, elle en parle. Pourquoi? Parce elle que dit ce qu'elle a fait. Pour vous, c'est une promotion? Ça correspondrait à une promotion? Moi, je dirais pas une promotion, mais une banalisation de l'utilisation de ces produits-là, alors qu'effectivement, c'est illégal. Enfin, illégal. C'est sous prescription et c'est normalement prescrit dans des cas bien précis. Oui, parce qu'elle dit que c'est son médecin qui lui a prescrit. Donc, si son médecin lui a prescrit, ça devrait vouloir dire, mais ça on posera la question au docteur dans quelques instants, que ça devrait être légal. C'est plutôt le médecin qui, à mon avis, se trouve en position délicate dans ce genre de situation. Parce qu'aux États-Unis, c'est légal. Après, la question que nous, on peut se poser, c'est, et c'est vous qui l'avez soulevé, les filles, est-ce que c'est bon de parler avec autant de détachement d'un médicament pour perdre du poids? Surtout... Nico, qu'est-ce que t'en penses? Moi, en fait, c'était surtout ça, c'est que en fait, si par exemple, c'est sous prescription médicale et qu'un vrai médecin m'en parle, c'est pour ça que j'attends vraiment d'avoir le médecin après en visio. Ok, là, je pourrais prendre, on va dire, conscience de ce que c'est, les bienfaits ou peut-être les effets secondaires, si c'est bien, c'est pas bien, parce que c'est quand même un médecin qui m'en parle. Là, personnellement, de voir la vidéo de Léa Marie qui m'en parle, ben, j'ai plus l'impression, comme tu disais, Diane, que c'est vraiment un attention, danger. Parce que, je veux dire, la façon même dont elle en parle un peu en rigolant, un peu... je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est un truc, limite, qu'elle prend au sérieux, tu vois. Donc, je me dis... Imagine, des personnes tombent sur ça, ils disent « Ok, bah, si ça lui arrive à elle, bon bah... »
Alors que c'est pas elle celle qui devrait parler de ça, c'est plus un vrai médecin qui... Et surtout que l'Ozempic, c'est pour les diabétiques de type 2, c'est pas pour les personnes en bonne santé. Donc là, elle est un peu en train déjà d'inciter à l'automédication et puis surtout de faire d'un traitement médical, finalement, quelque chose qui va permettre de t'améliorer. Déjà, pourquoi toujours vouloir être plus mince? Je trouve que c'est même les conséquences, finalement, elle ignore les conséquences des effets secondaires qu'il peut y avoir, puisque, comme j'ai dit, c'est pas pour des personnes en bonne santé. Donc, c'est toujours dans l'esprit de toujours avoir une pression sur l'image du corps, toujours vouloir s'améliorer, alors qu'à la base, l'Ozempic, c'est un traitement médical. Donc, je trouve que ça rentre dans tous ces sujets qu'on aborde souvent, est-ce que, finalement, on ne devrait pas un petit peu arrêter toute cette pression sur notre image? On va demander dans quelques instants au docteur Gessler quelles sont les différences entre le Mounjaro dont elle parle Léa Marie et Ozempic dont on vous a déjà parlé. Moi, dans cette séquence, si je dois juste l'analyser, à la rigueur par rapport à ma position d'intervieweur qui va un petit peu plus me gêner, c'est le fait que donc, la host, Laura Lampica, n'ait pas de mots préventifs, n'ait pas de discours de prévention par rapport à ce qu'elle attend. Je ne suis pas sûre qu'elle s'attendait à autant. En face d'elle. Après, j'ai aussi conscience. Tu sais qu'en tant qu'intervieweur, tu peux passer à côté de certaines choses. Tu peux pas avoir l'esprit tout le temps sur la prévention. Moi aussi, ça m'arrive d'oublier j'entends un truc dingue ou alors je l'entends à moitié et je vais pas tout de suite réagir dessus. Mais j'ai l'impression qu'elle est plus en mode ah ouais, genre presque c'est génial, j'ai envie de savoir ce que c'est, tu vois. Peut-être qu'elle sait même pas ce que c'est elle-même de base et que c'est pour ça qu'elle est pas aussi. Peut-être également. On accueille le docteur Gessler. Oui. Eh bien, je vous propose d'accueillir tout de suite le docteur Laure Gessler, qui est médecin généraliste. Elle est également autrice. Son compte Instagram, c'est lecoeurnet.info et son podcast, c'est Le Passage. On se tutoie, Laure. Ouais, carrément. Salut tout le monde. Salut Laure, merci d'être avec nous. On est très content d'avoir un médecin généraliste pour pouvoir nous répondre à nos questions sur ce véritable phénomène en lien avec la perte de poids. On entend énormément d'influenceuses, d'influenceurs en parler sur les réseaux sociaux. Jusqu'à présent, on entendait beaucoup parler d'Ozempic. Aujourd'hui, on entend parler de Mounjaro. Tu l'as vu au travers de la vidéo avec Léa Marie et Laura Lampica. C'est quoi la différence entre le Mounjaro et Ozempic ? Alors, ils ont quasiment les mêmes mécanismes d'action. Après, au niveau des différences, l'un agit sur des récepteurs qui sont un petit peu différents. GLP-1, je ne sais pas si ça vous parle, les GIP, bref. En tout cas, globalement, les deux ont le même fonctionnement. C'est une injection par semaine. Ils agissent tous les deux sur une hormone qui va ralentir la vidange gastrique et augmenter la satiété. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir dit attention tout à l'heure, vraiment warning, parce que vous appuyez sur ce qu'on appelle les fake meds. Léa Marie, elle n'est pas forcément malveillante, mais par contre, elle transmet des infos qui peuvent être dangereuses pour d'autres, parce que ce qui a pu s'appliquer chez elle, s'applique pas forcément chez un autre. Il faut surtout pas s'approprier des traitements sans avis médical perso, quoi. Pourquoi est-ce que ça peut être dangereux, cette prise de médicaments Mounjaro ou Ozempic, sans que ce soit prescrit? Et dans un second temps, est-ce que tu sais si c'est légal, si ça peut être prescrit juste pour de la perte de poids? Pourquoi ça peut être dangereux? Parce qu'il y a des critères d'indication qui sont très clairs. On doit normalement, alors je comprends pas forcément pourquoi elle a eu accès à ce traitement, mais normalement, effectivement, il y a une obésité. Ah, ça arrive. Ça arrive de temps en Psychologique, temps. nutritionnelle, etc. Oui, alors ça peut être indiqué, mais si c'est pas indiqué, ça peut être potentiellement dangereux avec des effets secondaires qui peuvent être embêtants. Et deuxième partie de la question, normalement en théorie, c'est des traitements qui sont initiés par des endocrinologues spécialistes des hormones, des diabétologues ou des médecins qui ont des compétences en nutrition. Voilà, alors ça va être élargi prochainement a priori. Quelles peuvent être les conséquences de cette prise de médicaments si on y est intolérant, si c'est pas fait pour nous? Ouais, il peut y avoir Alors, ce qu'on va rechercher, c'est une perte de poids, une réduction de l'appétit. Alors, entre guillemets, c'est des bonnes conséquences, mais on peut avoir des reprises de poids à l'arrêt qui sont très fortes. On peut avoir des nausées, des ballonnements, des vomissements, des effets secondaires graves, en fait. Avec de la dénutrition, le risque aussi, c'est des surdoses, en fait, de ces traitements.
Donc non, c'est pas des traitements à prendre à la légère comme ça, et ça remplace pas du tout une approche nutritionnelle et psychologique globale. Ça, j'insiste bien là-dessus. C'est pas juste on prend un traitement, c'est aussi on fait du sport, enfin de l'activité physique. On a une prise en charge globale. Est-ce que c'est vrai, Laure, que Mounjaro, contrairement à Ozempic, aurait reçu une éligibilité à être prescrit dans le cadre d'une perte de poids? Ouais, c'est ça. Mounjaro, c'est autorisé pour des cas précis d'obésité chez des adultes. Donc ça, c'est depuis novembre 2024, sous réserve que le patient réponde à des critères. Donc un IMC supérieur à 35, une échec de prise en charge nutritionnelle. C'est-à-dire que le patient, il n'a pas réussi à perdre de poids autrement. Voilà. Alors que l'Ozempic, lui, c'est réservé à des patients qui sont diabétiques de type 2 et il n'est pas officiellement autorisé pour la perte de poids. Il n'y a pas l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché pour. Jennifer, tu as une question. Au sein de l'ordre des médecins, vous avez reçu des alertes, des recommandations. Il y a eu un travail de prévention fait pour que les médecins ne prescrivent pas trop ça, parce qu'on a l'impression, nous d'un œil extérieur, que c'est assez facile de s'en procurer. On ne comprend pas comment ça se fait qu'il y ait autant de personnes qui aient recours à cette méthode-là pour perdre du poids. C'est une excellente question. Alors en fait, les traitements, il y a des directives en fait. La haute autorité de santé, elle va décrire exactement pourquoi on va prescrire le traitement, donc ce qu'on appelle nous les indications. Et effectivement, je comprends pas, je te rejoins, je comprends pas forcément pourquoi des personnes qui ont l'air de pas correspondre à ces critères ont accès à ces traitements. Ce qui est sûr, c'est que c'est en théorie illégal. Si on prescrit quelque chose alors que le patient n'en a pas besoin, ça peut le mettre en danger. Et ces autorisations de mise sur le marché, ces autorisations de prescription, elles sont faites aussi via des études en fait. Les études, si on prescrit à tel type de personnes, c'est qu'il y a vraiment derrière soit des preuves scientifiques, soit des preuves de risque chez d'autres, etc. Donc il y a tout intérêt à respecter à qui ça va en fait. Merci pour cette super question. Et merci Laure, merci Laure Gessler d'avoir été avec nous pour répondre à toutes nos questions en lien avec Mounjaro et Ozempic. Je rappelle que tu es médecin généraliste, ton compte Instagram c'est lecoeurnet.info. Il y a plein d'infos d'ailleurs justement dessus. Et tu as un podcast qui s'appelle Le Passage. Et j'espère qu'on aura le plaisir de se revoir au travers d'une autre consultation. Grave, merci beaucoup à vous et merci vraiment de parler de ces fake meds. Je pense qu'il faut tous qu'on ait un regard critique en fait quand on voit des choses comme ça. On se dit quel est l'intérêt de parler de ce sujet-là. Est-ce que ça vaut le coup d'y penser? Est-ce que ça vaut le coup de peut-être, si on a des doutes, tout simplement parlez-en à votre médecin. Il va vous répondre très vite. Il va s'adapter à votre poids, à vos besoins. Voilà. Merci beaucoup Laure, merci infiniment pour ton temps. À bientôt, arrivederci. Ciao, ciao. Ciao. Bah oui, pour certains, c'est hyper important qu'on parle de sujets comme ça. Pour d'autres, nous sommes une bande de harceleurs. Je vous propose tout de suite d'enchaîner avec une autre rubrique, c'est l'âge animalerie. Airflip, j'adore. On va vous parler maintenant de Shanna et John qui ont adopté un chien victime du commerce clandestin. C'est donc une toute nouvelle rubrique. Vous l'avez compris, âge animalerie, sauf qu'ici, on ne vend pas d'animaux. On les met à l'honneur. Shanna et John, ils ont sorti donc une vidéo sur leur chaîne YouTube qui retrace l'histoire d'un commerce clandestin de chiens. Dans cette vidéo, ils mettent en avant une association qui lutte pour la protection des animaux. On peut également y découvrir les dessous d'un commerce clandestin canin. Les revenus gagnés grâce à cette vidéo seront entièrement reversés à l'association. C'est une belle initiative qui s'accomplit, vous le verrez si vous regardez leur vidéo, par l'adoption d'un petit chiot qui s'appelle Caramel. Je vous propose de regarder un extrait. De vous présenter officiellement Caramel. Ouh là là là, les chouilles. Moi je t'aime beaucoup hein, ma fille. Bah alors les chouilles là, je te lèche beaucoup trop lécher le visage après là. J'avoue, c'est dégueulasse. Bon voilà Caramel. Elle est excitée comme jamais. On vous la présente et on va vous raconter son histoire dans la prochaine vidéo.
Elle est mignonne comme tout, cette Caramel. Nico, est-ce que toi, tu considères que c'est de l'influence positive? Est-ce que tu aimes ce type de création de contenu? C'est exactement ce que j'allais dire. Limite, c'est de la promotion que j'aime, ça, finalement. C'est une promotion pour, comme tu dis, pour... c'est un refuge, c'est ça? Oui, exactement. Exactement. Donc ça, en vrai, comme tu dis, c'est hyper positif. Et ça fait même du bien à voir. Je veux dire, ça change des influenceurs un peu douteux qu'on peut voir pour des placements de produits douteux. Là, ça fait plaisir à voir. Alors, pourquoi, dans ce cas, alors que c'est vrai qu'on a tendance à avoir cette réaction-là qu'il a, Nico, pourquoi, sur les réseaux sociaux, ça a créé une forme d'indignation? Parce qu'on... Tu veux le raconter, l'histoire? J'introduis et puis tu continueras. Parce que, justement, les gens reprochent notamment à Shanna d'avoir déjà, par le passé, eu des chiens qu'elle aurait abandonnés et laissés à Miami quand elle a déménagé, elle, en France. C'est ce qui me semble. Ah, parce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux, mais on va tout vous expliquer. Vous allez voir, on va tout vous raconter étape par étape. Et Shanna, elle a gentiment répondu à nos questions. Et elle nous a même donné elle nous a raconté quelque chose de très intime qu'elle n'avait jamais dit avant et qui explique, je trouve, aujourd'hui, beaucoup de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez lire sur les réseaux sociaux à la suite de cette vidéo, c'est cool, à un détail près, ils ont abandonné beaucoup d'animaux auparavant. Donc bon, j'attends de voir si le chien reste avec eux au prochain déménagement. Ou encore, et au prochain déménagement, elle l'abandonne comme les autres auparavant. Et puis le gamin va faire une allergie où ils vont inventer je ne sais quoi et se débarrasser du chien. Ou encore, elle va l'abandonner aussi. Ce genre de crevure devrait être interdit de prendre des animaux. On a donc contacté Shanna et on lui a demandé comment les messages qui affirment qu'ils allaient abandonner Caramel au prochain déménagement les impactent avec John. Est-ce qu'ils se sentent blessés, que les internautes préfèrent leur reprocher ce point plutôt que de mettre en lumière leur action? Et enfin, est-ce que cette sensibilisation, elle est la première d'une longue lignée? Je vous propose de regarder une première partie de la réponse de Shanna. Découvrez. Bien m'exprimer sur le sujet parce que il y a trop de choses qui sont déformées et ça va, aujourd'hui ça va, je suis pas affectée. Je trouve ça juste triste qu'on en arrive là et que les gens oublient surtout toutes les bonnes actions que je fais et tout ce que je fais et qu'on pointe du doigt pour un truc où les gens n'ont pas les tenants et les aboutissants et c'est assez rigolo parce que c'est les gens, voilà, sur les réseaux aujourd'hui, ils voient que ce qui les intéresse et ils ne prennent l'information que comme ça les intéresse. Première chose, cette vidéo de sensibilisation est-elle la première d'une longue lignée? Enfin oui, j'espère qu'il va y en avoir plein d'autres parce que dans tous les cas, je suis touchée par la cause animale depuis très longtemps et du coup j'ai mis mon chéri dedans. Et en fait ce qui se passe c'est que j'ai toujours défendu les animaux, j'ai toujours essayé de soigner des animaux, les ramasser dans la rue, combien j'en ai ramassé des oiseaux, des lézards, des poules, des pigeons... Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai juste envie de faire plus que donner un billet à un monsieur dans la rue qui a des chiens ou essayer de faire des petites actions. Donc, je me suis rapprochée de plusieurs associations et on va essayer de mener des combats, parce que c'est vraiment le mot, pour les aider. Voilà. J'avais même hésité à lancer ma propre association, mais je me dis, il y en a tellement aujourd'hui que je pense que ça sert à rien et qu'il faut peut-être que je me mette avec une des associations pour qu'on puisse faire plus de bruit et que ça marche, etc. Et pour Caramel... Moi, je vais pas écouter ce que disent les gens. Enfin, on va pas écouter ce que disent les gens. On sait qui on est. On connaît nos valeurs et ce qu'on fait aujourd'hui, toutes les actions qu'on mène. Si les gens ont envie de parler, de cracher sur nous, c'est leur problème. Honnêtement, nous, on va garder que le positif. Cette histoire de Caramel était quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, on espère pouvoir mener plein d'autres actions comme ça pour aider des chiens, des animaux. Dans tous les cas, on a l'intention de sortir un vlog sur l'arrivée de Caramel à la maison. Ça n'a pas été tous les jours facile. Je préfère le préciser. Mais voilà. Voilà, donc en fait, il faut déjà merci à Shanna pour cette première partie de réponse. Il faut rappeler que selon plusieurs articles tels que Voici, Télé Loisirs ou encore Melty, Shanna, à l'époque, elle avait été donc accusée d'avoir abandonné 2 de ses chiens qui s'appelaient Prince et Oreo. Elle vivait initialement donc avec ces 2 chiens à Miami et lorsqu'elle était rentrée en France, elle avait fait une dépression. Elle n'était pas bien déjà, je m'en souviens quand elle était à Miami. Elle avait été accusée sur les réseaux sociaux d'abandonner ses chiens parce qu'elle n'était pas revenue avec ses chiens en France à son retour de Miami. Elle avait pris la parole sans véritablement se justifier, sans vraiment donner d'informations, mis à part le fait qu'elle avait expliqué que le coût du voyage était trop élevé pour faire rapatrier ses chiens et que les conditions de santé de ses chiens n'étaient pas favorables et que ça pouvait même être dangereux pour vous. Mais ça n'avait pas convaincu les internautes. Dans un second temps, quand elle s'était mise en couple avec John, John avait dit dans une vidéo « Si aujourd'hui mon amour n'a pas encore récupéré ses chiens, c'est en partie à cause de moi ». Il avait expliqué qu'à cause des poils, de la dépendance, des contraintes, etc., voilà, c'était un petit peu contraignant pour lui. Donc, si vous voulez, le public n'avait pas forcément foi
en ce discours ou en ces différents discours. Et on peut le comprendre. Et on peut le comprendre. Cependant, ce qu'on ne savait pas, et je pense que ça devait être lourd quand même à porter, tu vois, d'avoir des avis comme ça, surtout quand tu es sensible à la cause animale et qu'on te dit « t'as abandonné tes chiens », etc., sans savoir véritablement ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faut parler d'abandon? Est-ce qu'il faut parler de don? Est-ce qu'il faut parler de placement aussi dans une famille? Parce que ça peut être le cas, pour des raisons peut-être que nous ne savions pas à l'époque. Chana s'est confiée. Aujourd'hui, elle nous en dit plus. Je vous propose de découvrir. L'histoire des chiens, il faut que j'éclaircisse un peu le truc parce que ça me gonfle que les gens parlent d'abandon. Je vais juste essayer de la faire courte. Je suis expatriée aux États-Unis, ça fait 3 ans et demi. Et je suis dans une dépression profonde, ça fait assez longtemps. Je suis une thérapie. Et ça a été la pire période de ma vie. Vraiment, quand j'y repense, je suis une rescapée. Je le dis vraiment parce que j'ai vraiment failli y passer. La solitude me tuait, j'en pouvais plus. Et le Covid arrivait. Donc, tout commençait à être fermé. Je me retrouvais de plus en plus seule, juste avec mes chiens. Mais je me revois encore des soirées à pleurer, à vouloir mettre fin à mes jours en les regardant et en me disant que ça se trouve, c'est quelqu'un d'autre qui va vraiment s'en occuper d'eux parce que je vais plus faire partie de cette planète. Donc, je trouve vite une solution et je demande à mon amie de les garder parce que je vais pas bien et que j'ai vraiment besoin de rentrer en France pour me reprendre. Elle prend les chiens avec elle. Donc ça se passe bien, ça a été dur de les laisser, je vous cache pas, parce qu'à ce moment-là, j'étais avec eux tous les jours. Et pour moi, je partais pour une petite période. Donc quand je rentre en France, je suis toujours en dépression profonde et c'est une catastrophe. Je pensais que de rentrer, ça allait me faire du bien, mais au final, pas du tout. Je suis complètement perdue, au final, la France ne me plaît pas. Par contre, une chose qui est bien, c'est que mes chiens sont en sécurité, même s'ils sont pas avec moi à ce moment-là. Je sais qu'il peut rien leur arriver. Donc, et ça, c'était le principal pour moi. Le temps passe, j'essaye d'aller mieux, puis je rencontre mon chéri. C'est le Covid, c'est compliqué. Puis, je tiens à le dire, mais 1 an après, je suis tombée enceinte. Ça a été compliqué de faire entendre à mon chéri qu'on allait prendre des chiens. Parce que lui était OK, il aime bien les animaux, mais il n'avait pas l'habitude. Donc, j'étais dans une situation où j'étais entre les deux. Et je me suis dit, je vais pas mettre mon mec à dos pour partir aux États-Unis, je vais juste lui laisser le temps d'accepter la situation qu'on va avoir des chiens. Ça s'apprend. On décide de se dire qu'on va aller récupérer Prince et Oreo. On fait un premier aller-retour aux États-Unis. Mon chéri les voit, donc ça se passe bien. On se dit, ça y est, c'est bon, on va pouvoir les récupérer. Au final, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte que les chiens à nez plat, moi, quand je fais toutes mes recherches, ne peuvent pas voyager. Aujourd'hui, quand tu contactes toutes les compagnies aériennes, tous les chiens à nez plat ne sont pas autorisés en soute parce qu'en fait, il y a eu trop de décès. Les chiens s'étouffent et ils crèvent en fait en soute. Prince a 7 ans. Il est en surpoids. Déjà, c'est une première chose. Est-ce que c'est une bonne chose de le faire voyager? Parce que s'il voyage et qu'il crève, c'est pas le but. Aujourd'hui, il a une super vie. Donc, il y avait ça déjà, de 1, qui m'inquiétait. De 2, les compagnies aériennes ne le prennent pas. Donc ça m'inquiète aussi. Je me dis, comment on fait? Et 3e chose, c'est que la mère de ma copine me dit que Prince a un nouveau copain et que du coup tous les deux s'entendent tellement bien que en gros ils peuvent pas les séparer parce que quand il y en a un qui va au parc ou l'autre chez le vétérinaire, etc., ils pleurent. Donc elle m'a dit, écoute, même si demain tu voulais les récupérer, que tu avais trouvé une solution, je pense que la meilleure des solutions, c'est qu'ils restent avec nous parce que aujourd'hui c'est eux leur famille. Ok, c'est moi qui les avais au début, mais c'est quoi la meilleure vie pour lui? Tu vois, c'est genre bref. Donc il y avait tout un tas de choses qui ont fait qu'on a décidé que Prince, sa vie était aux États-Unis. Et c'est pas grave, du moment qu'il est en bonne santé, entre de bonnes mains. Donc voilà, pour les explications inédites de Chana, j'espère que beaucoup auront enfin le fin mot de l'histoire et pourront mettre un point final à cette histoire. Nico, toi, tu es sensible à la cause animale? Oui, quand même, en vrai. En fait, en écoutant son discours, c'est sûr que ça a quand même un peu plus attendri la chose, et ce que je pensais aussi forcément d'un point de vue extérieur, quand tu te dis limite je reprends un animal alors que j'en ai encore 2 qui m'attendent. C'est vrai qu'en écoutant ce qu'elle dit, on peut comprendre le fait que, surtout qu'elle dit quand même qu'elle était partie rechercher aux États-Unis ces 2 chiens, que finalement elle s'est rendue compte que c'est dangereux pour lui de le repartir de le rentrer en France, et surtout que s'il a déjà retrouvé une famille, en vrai, ça va. Donc je veux dire, c'est pas non plus comme si le chien était vraiment abandonné et qu'il était laissé pour mort, quoi. Donc en l'écoutant, c'est un peu plus attendrissant quand même. Après, c'est vrai, comme tu dis là, on parle de Prince, mais il y a aussi l'autre chien, Oreo, on sait pas du coup, on sait pas ce qu'il en est. Mais je suppose que ça te rendrait dans les mêmes conditions. Je me permets, je pense que dans l'ensemble,
on comprend l'histoire. Vraiment. Elle est cohérente, l'histoire. Ouais. Je veux dire, moi, je savais pas. Je savais qu'elle avait fait une dépression quand elle était aux États-Unis, que ça avait été très dur le retour en France. Peut-être même qu'on en avait parlé à l'époque. Ça devait être vers 2017. Il y avait des histoires aussi de nouveaux couples, de ruptures, de machin. On va pas refaire le film, on va pas refaire le match de l'époque. J'ai pas envie de rappeler des mauvais souvenirs. Mais je pense que les États-Unis, plus ça, plus les trucs, les rumeurs, les machins, le public, les comparaisons entre les candidates, etc. Ça devait pas être évident. Je savais pas qu'elle avait traversé une période aussi sombre. Je ne savais pas qu'elle avait essayé d'en finir avec la vie. Et je peux comprendre que tu te dises, OK, bah, les êtres vivants que j'ai avec moi ne sont pas bien avec moi et ne seront pas bien avec moi parce que je ne sais même pas ce qui va m'arriver à moi demain. Tu vois ? Alors que là, maintenant, même sa vie, elle est stable. Enfin, j'ai l'impression même de ce qu'elle montre avec son copain. Enfin, ils sont stables, ils sont heureux, tu vois. Donc, je trouve même ça mieux. Et la pauvre, ce qui me fait mal au cœur, c'est que elle a raison dans t'as beau faire 100 bonnes actions, si jamais tu en as une mauvaise, entre guillemets mauvaise, qui est mal perçue par les internautes, ils vont oublier les 100 bonnes actions, ils vont vraiment se focaliser sur cette mauvaise, tu vois. Le pire, c'est que c'est pas une mauvaise action en soi. Il faut comprendre le contexte. Elle l'expliquait, vaut mieux pour les chiens qu'elle soit loin d'eux, vu l'état dans lequel elle était. Et puis surtout, moi, je trouve ça triste qu'à chaque fois, on la rappelle, on doit lui rappeler, que ce soit elle ou les autres, à chaque fois, par exemple, là, son passé, mais sur cette situation, surtout que c'est elle qui en a souffert, la première. Du coup, venir lui reprocher de quelque chose qu'elle a souffert, c'était difficile pour elle de s'en séparer. Et c'est pas pour ça qu'elle devrait plus jamais pouvoir recréer une nouvelle relation avec d'autres animaux. C'est dommage qu'on doive toujours la ramener à ça, quoi. Exactement. On reste un petit peu dans l'âge animalerie parce qu'on va vous parler de Kim Glow. Elle aussi, Kim Glow, elle est cliente de notre âge animalerie cette semaine. Tout a commencé avec cette story. Regardez. Là, il y a tout le monde qui va dire Berk. Elle me fait des bisous, Berk. Mais j'aime trop mon chien. Je vous jure, je préfère faire des bisous à mon chien qu'à certains humains. Mon amour, je t'aime. Le meilleur des bébés. Le meilleur. Bravo, mon amour. Elle roule des pelles à son chien. Nico, toi, ça te fait réagir? Bon, ouais, ça me fait rire, c'est hyper... Enfin, moi, après, j'ai vraiment du mal avec le fait que... ouais, que les chiens et les chats, enfin, ça se lèche le cul, quoi. Ça, en vrai de vrai, pour se nettoyer, enfin, tu vois, genre, c'est avec sa langue qui désinfecte tout son corps, tu vois. Donc après, c'est quand même... C'est un truc désinfecteur, donc c'est propre à la base, tu vois. Mais... Bah oui, mais justement, j'allais vous poser la question. On a pu lire dans les commentaires qu'il était déconseillé de se faire lécher comme ça, pleine bouche, par son chien. Pourquoi? Parce que dans la bouche d'un chien, il y a des bactéries qui sont pas forcément dangereuses pour lui, mais qui sont dangereuses pour nous, les êtres humains. C'est hyper... Il y a plein de bactéries très mauvaises. Faire ça, c'est dangereux. Et puis, il y a surtout les petits-enfants qui viennent de naître. Là, en 2024-2025, récemment, il y a eu des affaires de 2 petits-enfants qui, à peine avec un petit bisou, une petite léchouille d'un chien, sont décédés. C'est pas vrai. Juste après, décédés immédiatement. Et même quand c'est un adulte, pour te dire, on peut être fragile, qui vient embrasser un autre enfant, il peut attraper des bactéries. Donc imaginez le chien. Vous voyez, le chien, ce que je veux dire, c'est que si ça peut tuer un enfant, c'est que... Là, je pense qu'elle va arrêter de le faire parce qu'elle si est tellement... Si ça peut tuer un enfant, c'est que ça peut être aussi dangereux pour nous, même si on est un peu plus fort, solide qu'un nourrisson, mais... Moi, j'avais pas entendu cette info, mais de la part de Kim, du coup, qui fait très attention. Moi, c'est ça qui me surprend, parce qu'elle fait vraiment attention avec sa fille. Elle la surprotège des bactéries, de tout ça. Mais quand elle fait ça, du coup, c'est un peu incohérent, parce que derrière, elle va embrasser sa fille, je suppose, et donc potentiellement la mettre en danger. Alors, je n'avais pas cette info que ça peut être aussi dangereux à ce point. Mais, pour les bébés notamment. Mais, pour les tout petits enfants. Bah ouais, mais elle a un bébé. Donc, après, est-ce que le chien lèche le visage de son bébé? Non, mais s'il la lèche, elle, et qu'elle lèche... elle lèche pas son bébé, mais qu'elle... Même un adulte qui il embrasse lèche pas le visage du bébé. Parce que moi, c'est qui m'avait dit ça? Je me souviens, c'est Jade et Stéphane Leboeuf. Ouais. Dans les 50, je me souviens, en off, on parlait de nos vies, et justement, Stéphane me disait... Ah oui, mais moi, leur fils, Elon, on le laisse avec le chien. Enfin, tu sais, genre, c'est vraiment parce que, justement, justement, il m'avait parlé de ça à l'effet inverse, genre d'immuniser contre... possible. Tu vois? Mais ils l'ont peut-être pas... Enfin, ça dépend des enfants, du coup. Mais en tout cas, cette affaire est réelle. Et même quand un adulte embrasse sur la bouche un autre bébé, ça peut le tuer. Parce qu'il est encore très fragile à ça. C'est très rare d'attraper une maladie qui soit grave avec les léchouilles d'un chien. Heureusement que ce sont des cas isolés, mais ça peut en effet exister. Et les bactéries qui peuvent être transmises, donc qui ne sont pas dangereuses pour les chiens, mais qui pourraient être dangereuses
Pour l'homme, c'est le Capnocytophaga canimorsus, Eh ben, tchoum. le Pastorella, le Salmonella et la Giardia. D'accord, Ça ok. fait très Marseille. La Giardia. La Giardia. Salmonella, on connaît. Oh, Giardia. Il y a pas moyen, Giardia. Non, mais ça sent pas bon, la bouche d'un chien. Après, c'est une scorpion, ils aiment beaucoup les animaux, ils les préfèrent parfois aussi aux humains, hein, les scorpions. Donc ça m'étonne pas, moi, que Kim Glow. Eh oui. Après, il y en a plein qui font ça. Hein. Et- Ça les a pas tués. Et j'aimerais qu'on félicite Oui. le chien de Kim, Mais Tiger, c'est très qui a obtenu un diplôme. oui. Le saviez-vous? Tiger a récemment J'ai été vu ça. diplômé du CSAU avec mention excellente tout de même. Alors c'est un diplôme de certificat de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation. Ça permet de vérifier l'équilibre caractériel du chien, sa sociabilité et aussi l'aptitude du maître à exercer le contrôle de son animal. C'est bien. C'est pas mal. Kim qui se prenait pas mal de remarques, de Oui. critiques par rapport à son chien, à la catégorie de son chien. Ouais. Non, Ouais. c'est intéressant. Après, Bah oui, hyper intéressant. Après, conseil d'utilisation, certificat et de sociabilité et d'aptitude à l'utilisation, ça fait très objet, genre, alors qu'on parle d'un animal. Le terme, juste le terme, tu vois, à l'utilisation le terme, du ouais. chien. C'est parce que le malinois est considéré comme un chien de travail, initialement. Il y a beaucoup de chiens, comme les chiens d'aveugles. Oui, 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 non, mais en soi, je comprends le concept, mais Ouais, ça l'utilisation peut d'un mode d'emploi, ça peut être critiquable quand même, tu vois. On n'est pas juste, ça reste un animal. On enchaîne avec les placements déplacés. Le placement déplacé potentiel. Je dis bien potentiel, parce que placement déplacé ne veut pas dire que c'est forcément un placement déplacé. C'est à vous de dire si vous estimez, selon vous, selon votre opinion, selon votre perception et selon les faits, si c'est un placement déplacé. Et c'est une ajatrice qui nous a demandé d'en parler. C'est Célia qui nous a demandé d'enquêter sur un placement de produit d'Anaïs Camizuli. D'ailleurs, si tout comme Célia, vous avez envie de nous faire des suggestions, vous avez la possibilité de le faire en nous envoyant un email, une info, une photo, une vidéo, un texte, que sais-je, à l'adresse édito@samzira.com. Je vous propose de regarder le placement en question, la publicité en question d'Anaïs Camizuli. Après, on débat. Ça y est les filles, c'est le jour J, je suis tellement contente. Les inscriptions du challenge UGC Queen sont ouvertes, mais uniquement pendant 3 jours. Donc va falloir se dépêcher si vous voulez vous inscrire. Sachez que je vais vous accompagner pendant 3 semaines. Et même sur la communauté privée, je serai là tous les jours pour répondre à vos questions. Je vous demande juste 30 minutes de votre temps par jour pour suivre cette formation. Des vidéos à suivre pendant 30 minutes. Tous les jours, même si vous partez de zéro, même si vous n'avez pas d'expérience, même si vous n'avez pas de followers, on s'en fout. Le challenge a vraiment été créé pour les femmes qui souhaitent générer un complément de revenus depuis chez elles avec les vidéos UGC. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les marques recherchent des créatrices UGC pour promouvoir leurs produits. Elles vous envoient leurs produits gratuitement à la maison. Par exemple, vous allez recevoir cette crème et vous allez être payé entre 50 et 150 € la vidéo. Et j'ai créé ce challenge pour vous permettre de réussir à gagner des revenus supplémentaires, mais surtout pour vous apprendre pendant 3 semaines à comment créer vos vidéos, comment contacter les marques, etc. Je vous le répète parce que c'est important, pas besoin d'être influenceuse. Pas besoin d'expérience, pas besoin de followers, pas besoin d'être à l'aise devant la caméra, pas besoin de montrer son visage. On s'en fout de tout ça. Vous avez juste à suivre le challenge pendant 3 semaines qui est vraiment expliqué de A à Z tous les jours, juste une demi-heure, ok? Alors déjà, dans un premier temps, avant que vous me disiez ce que vous pensez de cette story d'Anaïs Camizuli, d'ailleurs, c'était pas où est Charlie, hein, c'était où est le hashtag publicité. Oh, bah si on regarde bien, il est tout en haut, à droite, caché, juste en dessous, en tout petit, tu sais, des petits traits là, des stories qui défilent. C'est quoi? Alors moi, il faut m'expliquer parce que j'ai dû chercher. C'est quoi les créateurs UGC? Nancy, Jennifer, est-ce que vous savez? Et après, je vous demanderai quelle est la différence entre un influenceur classique et un créateur UGC. Tu connaissais, toi, Nico? Pas du tout. Moi, c'était les cinémas pour moi, UGC. UGC, ouais, les cinémas, c'est vrai. Non, franchement, je connais pas. Eh ben, on va tout expliquer. Nancy, qu'est-ce que c'est? Ah, alors, ce que c'est exactement, alors, je connais bien la différence, parce que c'est très récent, c'est-à-dire que depuis 2 ans, on voit beaucoup d'influenceurs sur TikTok proposer, alors, le terme exact, c'est-à-dire la UGC. User Generated Content. Voilà, ok, parfait. Voilà, ça, je ne l'avais pas. C'est des gens qui vont proposer de faire la publicité pour des marques, pour des produits, sur leurs réseaux sociaux, à travers des vidéos, donc en créant du contenu. Mais contrairement donc, à un influenceur, il n'a pas besoin d'avoir
une communauté, une grande communauté, une certaine notoriété. Donc on n'est pas là pour son image, on n'est pas là pour sa clientèle qui pourra nous rapporter, seulement pour vraiment la vidéo qu'il aura faite, le montage, la publicité directement du produit, qu'il peut ensuite poser sur ses propres réseaux ou même directement proposer à la marque. Donc il me semble que c'est la différence aussi avec un influenceur, c'est que lui, c'est son travail et pas forcément son image ni sa commu qu'on vient chercher. Cas concret, c'est quoi la différence avec Nabila? C'est quoi la différence avec Jessica Tivna, avec Manon Tanti? Nabila, ou comme on l'a vu la semaine dernière, Madi qui nous présente un masque coréen, Manon Tanti qui nous présente SoShape. Quelle est la différence entre un créateur UGC et ces stories qu'on voit dans les placements de produits classiques? je pense que Nabila, quand elle est contactée, c'est exactement un bon exemple, c'est pour son image. Avant que ce soit pour finalement la création du contenu qu'elle aura porté avec le produit. Par exemple, c'est pas vraiment pour le montage qu'elle aura fait sur CapCut qu'on va la solliciter, mais plus pour son image et aussi peut-être pour sa clientèle. Alors que les UGC, on va finalement en avoir besoin, il me semble, seulement pour la création de contenu pur produit, seulement accès produit. Donc c'est ça, Jennifer, c'est-à-dire que tout le monde peut être créateur UGC. Est-ce qu'il faut s'inscrire auprès d'une entreprise? Il y a des entreprises qui sollicitent, d'ailleurs moi j'avais déjà reçu des propositions, je ne sais pas si c'est très flatteur du coup, mais on m'avait envoyé un mail pour me proposer de créer des vidéos comme ça, et en fait ils achètent le contenu, ils t'achètent une vidéo, et c'est pour ça qu'elle dit on peut gagner entre 50 et 150 € par vidéo, c'est qu'ils achètent la vidéo, ils ne vont pas miser sur les retours de la vidéo, ils ne vont pas miser sur ton image, ils achètent un produit fini, c'est un petit peu comme une publicité qu'on va voir à la télévision. On va demander à un réalisateur de faire une pub. Alors là, c'est dans des budgets beaucoup plus importants. Mais là, on va demander à un mini-réalisateur de chez lui, avec son téléphone, de faire une petite publicité qui va bricoler, pour lequel on va le rémunérer. Il va nous l'envoyer et nous, on va la diffuser. Donc, c'est un mix entre acheter des avis, si tu veux, des avis de gens qui partagent leur avis sur quelque chose, et acheter et de la publicité. Donc, en fait, c'est ça qu'on paye. On paye la main-d'œuvre, en fait. Et c'est pour ça qu'elle dit même, Anaïs Camizuli, à un moment donné, que vous n'êtes parfois même pas obligé de vous montrer. Parce qu'en fonction de ce que vous allez faire comme contenu, si c'est par exemple sur une bouteille d'eau, j'en sais rien, on peut vous demander de faire une vidéo pour valoriser la bouteille d'eau. Et si vous êtes créatif et vous avez une façon originale de penser la vidéo, vous allez filmer cette bouteille un peu partout sans vous mettre forcément en scène. Oui, Nancy, après je vais essayer un petit cas concret. On a une vidéo de créateur UGC à vous montrer en exemple. Moi, je découvre. Hein. Voilà. J'ai oublié. Ah, bah regarde, je fais mon petit truc là, parce que je pense que comme ça, tu auras le temps de penser. En gros, Jennifer, si je suis ton discours, c'est comme si cette marque, elle est sur le site sur lequel je me suis inscrit, elle veut faire de la publicité, elle propose à des créateurs UGC de faire des campagnes. Oui. Je décide de faire un truc hyper dynamique, qui sort de l'ordinaire, où au ralenti, ça fait paf, paf, t'as la poudre qui explose et qui se recompose, et hop, alors que j'avais l'air fatigué, je montre un truc où tout d'un coup, j'ai bonne mine. Oui. Après, je pense qu'on n'est pas si libre que ça dans le contenu. On doit avoir quand même un cahier des charges et un brief de la marque. Ouais. Donc, mais potentiellement, cette vidéo, elle peut être donc achetée à 150, 80 €, 150 € par l'entreprise et être mise sur leurs propres réseaux sociaux à eux. Ça ne t'appartient plus et on ne va pas te demander de la mettre sur tes réseaux à toi. Qui me dit qu'elle ne va pas aller sur un site pour adultes? T'en sais rien. Voilà. Alors que l'influenceur, lui, quand il fait sa vidéo, ça reste sur son propre réseau social, sauf s'il fait rémunérer en plus la vente de la vidéo. C'est-à-dire que l'influenceur, lui, on va le rémunérer pour l'image, pour sa clientèle, donc la publicité qu'il va nous apporter, mais la vidéo, elle reste à lui. On ne peut pas prendre sa vidéo et la mettre sur nos réseaux, sauf si dans le contrat, c'est stipulé. Pour le coup, comme elle l'a très bien précisé, elle l'a très bien expliqué, l'UGC lui vend la vidéo et rien d'autre. Donc ni l'image, ni le reste. C'est ça. En gros, UGC, tu vends ta vidéo, tu vends pas ton image. Après, je trouve ça quand même un très beau concept, en fait, finalement. Parce que je veux dire, imagine, t'as pas l'opportunité ou alors... où tu n'as pas de la visibilité que tu espères avoir quand tu te lances sur les réseaux sociaux, là où on te dit, OK, on te paye pour finalement ta créativité, sans forcément mettre ton visage, on te paye pour ça. Finalement, moi, si je fais une vidéo, comme tu as dit, de ça, le truc qui explose sans quoi ma tête, peu importe après où est-ce qu'elle va être diffusée, si je gagne 150 € par rapport à ça, parce que ça leur a plu, finalement, tant mieux. En gros, tout le monde devient un réalisateur publicitaire, potentiellement. Et pourquoi ils font ça? Surtout, c'est ça la question. Pourquoi est-ce qu'ils ont commencé à faire ça? Et là, je viens de me dire, en fait, je pense qu'ils ont commencé à faire ça parce qu'au-delà de chercher à trouver de la créativité un peu partout, il y a des gens très créatifs qui pourraient
payer pour le faire. C'est exactement, je pense qu'ils ont remarqué que finalement avec des Nabila ou des trucs comme ça, il n'y a peut-être pas autant de ventes que de rentabilité, alors que finalement avec des personnes peut-être qui ont moins d'abonnés et qui, les gens vont avoir plus confiance parce qu'ils vont dire c'est mon amie, je la connais, de toutes les façons si elle utilise ses produits, ça a l'air plus vrai que quand c'est un influenceur grand. Oui. Donc je pense que maintenant qu'il y a plein de petits UGC, leurs marques réussissent un peu à se propager à travers tout le monde sans que tu aies besoin finalement de faire confiance, parce qu'aujourd'hui on a besoin de faire confiance à un influenceur pour acheter ou non son produit. C'est l'ère de l'authenticité. Voilà, il faut être authentique pour être validé. Voilà, il y a quand même, on reprend quand même les codes, la création de ces vidéos. Moi, j'ai essayé pour rendre les choses concrètes de vous dire qu'on pourrait mettre en scène cette bouteille d'eau ou ce phare à joues de façon originale, mais on reprend quand même les codes dans la création de vidéos UGC des vidéos d'influenceurs. Ah bah oui. C'est-à-dire que 90%, voire 15, voire 19% des vidéos UGC, ce sont des gens qui se filment et qui jouent au micro, qui jouent aux influenceurs. Ouais, tu allais dire micro-influenceurs. Ce sont des micro-influenceurs. Et c'est pour ça que c'est difficile à comprendre. Parce qu'en fait, on est sur une forme qui est très semblable à celle utilisée par les influenceurs, qui est même quasi identique. Et en plus de ça, ce sont des influenceurs qui en font la promotion et qui te disent « je vais te former ». Donc quand un influenceur se sent suffisamment légitime pour te former à quelque chose, c'est pour te former à quelque chose qu'il fait lui-même. C'est ça. Et on va revenir sur Anaïs Kamizouli et sa formation qu'elle propose dans quelques instants. Mais juste pour vous mettre face au regard, parce que c'est un exemple de création d'UGC, de créateur UGC, on est tombé sur cette vidéo de la créatrice UGC, enfin présentée comme UGC, du compte Yeux Verts. Regardez. Oui, donc ça, c'est une marque qu'on connaît bien, qu'on connaît tous, qu'on voit à la télé, Danao. On ne connaît pas forcément, même si j'ai regardé, elle a 2 millions quand même sur TikTok. Ah oui, non mais c'est... Ah oui, et pourtant c'est une création UGC. Tu vois, elle parle pas, elle te vend pas le produit, elle te dit pas... Mais c'est sur son compte. Non, mais... Tu l'as vu sur le compte de Danao ou sur son compte à elle? Alors non, je l'ai vu sur un site qui explique ce que sont les créateurs UGC et qui la prenait en exemple. Yeux verts. Ils ont peut-être pas choisi le meilleur. Voilà. Mais oui, mais on n'est pas dans un appel à l'action. Regarde, on n'est pas dans un appel à l'action. Oui, c'est du contenu pur. Oui. Danao, c'est extraordinaire. Moi, je prends ça tous les matins parce que vraiment, ça me donne du tonus, ça me donne de la force. C'est une petite vidéo rapide. Elle a fait ses transitions et tout. Potentiellement, peut-être que la marque, si elle lui plaît, elle l'achète, elle la prend, elle la met sur ses réseaux, sur son site internet. Elle la met entre des snaps, tu vois. Elle fait une petite campagne digitale. Mais tu peux ne pas parler, et pour autant, ça peut ne pas être de l'UGC. Donc, c'est pas vraiment un argument. Il y a des gens qui proposent, qui font des collaborations commerciales sans trop parler non plus. Hein. C'est vrai. Non, mais oui, mais c'est là où la frontière est compliquée. Exactement. Moi, ma complexité, elle était là. Ouais. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est finalement qu'est-ce que la marque gagne à faire ça, parce que j'ai un peu un avis controversé, c'est-à-dire que, par exemple, quand une marque vient vers un influenceur qui est pas un créateur de contenu UGC, c'est tout simplement, genre, pour moi, c'est un panneau publicitaire sur pattes, en fait. C'est-à-dire que si je me prends de moi, par exemple, quand une marque vient à moi, je lui envoie, ce que j'ai fait, c'est un kit média. Donc, je lui envoie toutes mes statistiques, quel type de personne me suit, quelle tranche d'âge, de quel pays. Et finalement, si la marque elle est intéressée par ça, alors, ok, elle va me prendre moi. Pourtant, j'ai pas des millions d'abonnés, tu vois. Mais je me dis que la marque a quand même plus à gagner vers une personne, je dirais, comme ça, qui a vraiment une audience ciblée, que plus vers un créateur UGC qui ferait ça finalement à n'importe qui. Tu comprends ce que je veux dire? Ou pas. Parce que ça leur coûte vachement moins cher. Ça coûte vachement moins cher. Par exemple, à toi, ils vont te donner, admettons, pour une grosse campagne sur toute l'année, ils disent, là, on signe pour 10 000 €, tu nous fais tant de contenu sur l'année. Avec ça, avec 10 000 €, ils ont énormément de créateurs UGC. Ils en ont 100. Et en fait, ça va pulluler un petit peu partout. Et en fait, ça va s'ancrer dans l'inconscient collectif des consommateurs qui vont voir Danao 1 fois, Danao 2 fois, Danao 3 fois, Danao 4 fois, un peu partout. Et quelque part, ça va forcément générer aussi des ventes. Après, je pense qu'ils cumulent les deux souvent. Tu vois, ils vont prendre une grosse tête comme toi et ils vont dispatcher plein de petits UGC partout comme ça. Et donc, ça va quand même avoir un effet. Nancy, et après on retourne sur Anaïs. Du coup, toi, tu as dit un truc hyper intéressant quand on a vu sa vidéo. Tu as dit là, il n'y a même pas besoin de mettre un petit hashtag collaboration commerciale ou publicité, du coup, quand c'est de l'UGC. Ah ouais, pour moi, si. Ça rentre dans le clou de la loi influenceur. Hein. Elle vend sa vidéo. Si elle est sur son compte, pour moi, si elle est sur son compte, je suis désolée, c'est une publicité. Dans ce cas-là, on est... Ah ben dis donc, il va falloir faire évoluer. Il va falloir faire revenir notre spécialiste. Allô Allô Arthur Delaporte, député du Parti Socialiste, il faut faire évoluer la loi influenceur. On va lui en parler.
Alors, pour revenir sur Anaïs Camizuli, donc elle, en gros, ce dont elle parle dans sa vidéo, dans sa pub, c'est d'une formation. Elle propose en 3 semaines, en étant connectée tous les jours avec ses UGC Queens, comme elle les appelle, de leur donner toutes les clés pour pouvoir devenir un créateur UGC. Elle dit, même si vous n'avez pas de followers, on s'en fout, vous pouvez y aller. Je vais vous aider à avoir vos premières collabs et à devenir créateur UGC. Je le répète parce que c'est important, pas besoin d'être influenceuse, pas besoin d'expérience, pas besoin de followers, pas besoin de montrer son visage. On s'en fout. Vous avez juste à suivre le challenge. Des filles ont suivi le challenge. Au bout de 2 semaines, elles ont eu leur première collaboration avec L'Oréal et elle met des vidéos de ceux qui seraient des nanas qui ont suivi, qui auraient suivi sa formation. Regardez. C'était un challenge de 3 semaines. J'ai réussi à décrocher mes 3 premières collaborations en gifting. Alors oui, c'est du gifting, mais pour commencer, c'est déjà très bien. J'ai réussi à avoir 2 collaborations avec L'Oréal et une avec Keep Love. Moi, je me suis lancée dès le début du challenge. Là, on en est à la fin de la semaine 2. Je suis maman, j'ai un travail à temps plein et je me suis aussi lancée dans une formation universitaire. Mais quand j'ai vu ce challenge, je me suis dit, allez, je relève le défi. Tout simplement, j'ai suivi étape par étape et vraiment à mon rythme les conseils d'Anaïs par le biais de ses vidéos. Coucou Anaïs, un grand merci pour ce challenge UGC Queen. C'était exactement ce dont j'avais besoin. Vraiment. Voilà, donc elle promet à Anaïs de gagner jusqu'à 500 € par mois avec 30 minutes par jour en filmant des produits offerts par des marques sans être influenceuse. Bon, au niveau des conditions générales de vente, on a checké. Il y a écrit, si vous souhaitez connaître le siège de l'entreprise, veuillez envoyer un mail à contact@anaïscamizuli.fr. Bon, normalement, la législation fait que l'adresse du siège social doit être présente sur le site internet. Je vous donne mon avis après. Est-ce que c'est un placement déplacé ou pas? Mais j'ai pas envie d'influencer vos avis. Jennifer, placement déplacé ou pas d'Anaïs Camizuli selon toi? Placement pas clair parce que c'est difficile de comprendre, je pense, pour les personnes qui regardent sa story, de quoi il s'agit véritablement. Même les témoignages, on a l'impression que ce sont des influenceuses. Donc, comme ce terme n'est pas clair pour tout le monde, UGC, la limite avec les influenceurs, c'est compliqué. Après, aider les gens à créer du contenu. Si elle est entourée de créatifs et de personnes spécialisées du montage, et dans le montage, etc., et qu'elle se veut juste porte-parole de la formation qu'elle propose, mais que derrière, il y a des vraies compétences de personnes qui peuvent aider des gens à créer du contenu intéressant, pourquoi pas? Bon, j'irai pas jusqu'à dire que c'est un placement déplacé. Placement flou. Placement flou, donc pas déplacé, placement pas déplacé. Allez, il faut être clair. Nancy? Moi, je dirais pas placement déplacé pour la simple et bonne raison qu'on trouve ces formations partout gratuitement sur YouTube. Alors, tu vas sur YouTube, ils t'apprennent la lettre UGC, ils t'expliquent. Et puis même nous, là, on l'a expliqué très clairement. Il n'y a pas besoin d'une grande formation pour être influenceur et dire vraiment, vraiment, j'ai trop aimé ce produit. Enfin, tu vois, c'est un peu le cas, tu vois bien. Ouais, tu vois, on avait du mal un petit peu à définir. À définir la limite. Donc, je trouve que c'est très déplacé déjà, vu le prix et vu les informations faciles d'accès partout. Alors, 97 €, mais ça, il y a eu une personne dans les commentaires qui dit « J'étais content jusqu'au moment où je clique sur la bio et c'est 97 €. Pour des infos accessibles partout. Voilà. Nico, placement déplacé ou pas? Moi, je trouve pas déplacé parce que sur le papier, moi, tu me dis finalement, je suis pas influenceur, tu peux gagner de l'argent juste en vendant soit ton image, soit pas ton image, avec ce que tu me dis de ce que peut être exactement la création du GC. Puis en plus de ça, je me dis si en vrai de vrai, Anaïs Camizuli, peut-être qu'elle a aussi créé ça parce qu'elle a peut-être des contacts qui font que avec des marques. Avec d'autres marques qui font ça, du coup, qui peuvent finalement aider justement ces gens-là. Donc à voir, hein. On attend juste le résultat. Il faudrait dans ce cas-là qu'elle propose les collaborations avec les marques qu'elle connaît dans sa formation pour que ce soit à la limite, pour que tu achètes quelque chose. Non, mais je pense qu'après, il faut aller sur un site. Non, mais je pense qu'elle propose aucune marque en collab ou quoi, elle te donne aucun contact. Je pense qu'elle parce que sinon elle l'aurait dit, je pense qu'elle t'apprend juste, elle te forme un peu. Et cette formation, enfin c'est ça, elle te forme juste au métier. C'est-à-dire comment tu contactes des marques, comment tu crées ton kit média. Mais tu vois bien que toutes ces informations, tu les trouves très facilement sur YouTube. Voilà, donc, comment mettre en avant peut-être un produit, va savoir ce qui se passe dans cette formation à 97 €. Ça n'a pas lieu d'être pour des créateurs UGC. En tout cas, le fait est que si vous voulez vous renseigner sur les plateformes. Si vous souhaitez vous renseigner sur les plateformes UGC, moi ce que j'ai vu c'est que la plateforme Mogo se revendique, Mogo se revendique comme étant la première plateforme en France. Ensuite il y a Yuji et il y a Influi, INFLUEE. Pour ma part, si je dois vraiment statuer de façon franche, pour moi, je dirais que c'est pas un placement déplacé. C'est pas un placement déplacé parce que, bon, mis à part le fait que le publicité, on le voit pas, il est caché en dessous des trucs de story, bon, ça, c'est pas très cool, mais
c'est une formation, c'est 97 €, c'est pour 3 semaines. Elle délivre ses conseils. Moi, j'ai quand même mis du temps à aller sur Google, à aller chercher toutes les informations. Non, mais tu vois, pour aller chercher, rapatrier toutes les informations, j'ai un peu galéré quand même pour essayer de comprendre. Même vous avez vu quand vous êtes arrivé, je vous ai dit, oh là là, moi, le truc UGC, je suis un peu largué. Donc, si elle propose en 3 semaines, 30 minutes par jour, de coacher, d'être là, de t'expliquer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais. Mais bon, voilà. Ben oui, voilà. Bon, en vrai, moi, je suis complètement d'accord avec toi parce que, en fait, c'est comme, je le compare à mon métier à moi. Je dis un truc, enfin, pour l'été, je suis promoteur l'été pour les boîtes de nuit. Tu viens à Barcelone, tu t'y connais pas. Bah, du coup, tu t'adresses à quelqu'un qui connaît vraiment Barcelone et du coup, qui va te proposer ce qu'il y a à faire, tu vois. Donc, en fait, je le vois un peu comme ça, moi. Mais le métier en soi est top. C'est une astuce top. Mais c'est une astuce que tu as gratuitement. Elle l'a fait payer alors qu'elle vient de l'apprendre gratuitement sur YouTube. Et elle veut que les gens la payent, elle, pour expliquer ce qu'elle a appris gratuitement. Elle pourrait très bien dire, regardez ces vidéos que moi j'ai regardées, si elle était vraiment honnête. Donc, sa formation en soi, elle est pas illégale. C'est légal, mais c'est vraiment du foutage de gueule. Parce que ces infos, tu les as partout. Eh ben moi, je vous propose de passer à un sujet important. Vous avez aimé la rubrique Aja Librairie. On la réouvre. C'est comme ça. Natania, Natania, elle va nous rejoindre. Allez, mon petit Nico, tu te mets à côté de moi. Comme ça, tu laisses ta place toute chaude à Natania. Natania, elle a sorti son livre qui s'appelle « L'enfant oublié ». Un récit de plus de 152 pages et elle vient les bras bien chargés avec un dossier. Elle va vous expliquer en quoi il consiste ce dossier dans quelques instants. Montre-moi ton joli livre, cette couverture. Coucou Nat. Coucou, bonjour tout le monde. Coucou. Comment ça va? Bah ça va et vous? Bah ouais, super. T'as suivi un petit peu nos sujets? Ouais, très intéressant. Ça t'a plu? Ouais, très sympa. Tu connaissais les créateurs UGC? Oui, depuis quelques temps maintenant, genre... vu que je scrolle à chaque fois, je vois passer. J'ai capté la différence il y a quelques temps aussi, mais très intéressant. Ok. Bon, ben nous, en tout cas, on va se concentrer sur ton livre. Dis donc, la couverture, elle est canon. C'est gentil. Comme elle était trop belle. C'est bah gentil, ouais, bien merci évidemment. toi aussi. Alors, déjà, 2 choses. Et vous allez voir, on va rentrer dans un vrai sujet. Mais pour parler déjà de ton ouvrage, L'enfant oublié, c'est un témoignage quand la famille détruit et que le système abandonne. On va parler avec toi, Natania, de l'aide sociale à l'enfance. Comment tu as choisi la couverture de ce livre et pourquoi L'enfant oublié? Alors déjà, de base, je voulais pas du tout me mettre moi. Encore moins à l'âge adulte, je trouve que ça n'a pas de sens. Mais j'avais pas de photos de moi enfant qui aurait pu représenter ça. En fait, c'était soit des photos de moi en couche-culotte, qui n'étaient pas ouf, soit des photos de moi au téléphone, donc aucun rapport. Et L'enfant oublié, je trouvais que c'était le truc qui faisait, enfin vraiment le titre qui faisait le plus de sens. Et ça m'a aussi fait sens quand j'ai regardé par rapport à une association d'ailleurs, qui d'ailleurs on peut en parler, mais qui s'appelle Les Oubliés de la République. Et quand j'ai entendu ce nom, ça m'a fait directement tilt. Et avec la maison d'édition, on s'est dit L'enfant oublié, je trouve que ça me correspond bien. C'est triste de dire quand même, je trouve, j'ai pas de photos de moi enfant. Ouais, j'ai galéré. Hein. J'ai galéré pour en retrouver. J'ai pas beaucoup de photos de moi. Comment ça se fait que t'as pas de photos de toi? Je suis pas en très bon terme avec ma famille maternelle. Enfin, je parle plus du tout avec ces gens-là. Et donc, ça aurait nécessité que je redemande, enfin, que je reprenne contact avec ces gens-là. Et honnêtement, ça en valait pas clairement la chandelle. Voilà. Je peux lire le résumé du livre? Bien sûr. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Donc, je n'étais qu'un numéro parmi d'autres. Natania Sion, orpheline, a connu l'abandon, les violences psychologiques et physiques, la douleur, la faim. Sa famille toxique était incapable de la protéger. Les services sociaux n'ont pas fait mieux. Combien d'enfants seront encore oubliés en France, placés à l'aide sociale à l'enfance, donc dite l'ASE? Natania grandit dans un système où les statistiques sont alarmantes. De nombreux enfants placés souffrent de graves troubles psychiques et un quart des sans-abri ont été élevés dans ce même système. L'espérance de vie de ces enfants est en moyenne réduite de 20 ans. Comment se fait-il que malgré des institutions censées offrir éducation et sécurité, elle ait été laissée à l'abandon? Pourquoi l'ASE a-t-elle échoué à la protéger des violences, des foyers insalubres et des prédateurs de tout genre? Et pourquoi la justice, elle aussi, n'a-t-elle pas su intervenir pour mettre un terme à cette souffrance? En accédant à son dossier administratif, Natania a vécu un électrochoc, une vie dénie par des négligences systémiques et une absence criante de soins et de suivi. Aujourd'hui, elle raconte son histoire sans filtre, avec courage et lucidité, un récit poignant, une réalité glaçante. Ce dossier, tu l'as avec toi. Ouais. Tu l'as avec toi, c'est quoi? C'est une façon de matérialiser, de dire, regardez, j'en ai parlé, mais il est là, ce dossier. Alors là, j'ai vraiment tout le dossier, et c'est surtout parce que je vais être vraiment très transparente avec vous. Depuis la sortie du livre, ma famille maternelle me fait vivre vraiment un enfer. Et donc, il était important pour moi de pouvoir aussi venir
pour vous apporter, si vous avez besoin, toutes les réponses. Donc, si vous avez même besoin, je suis votre voisine, donc si vous avez même besoin que je vous laisse ce document parce que vous avez besoin à votre tour de vous documenter, je pense que c'était nécessaire. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce classeur? Il y a à peu près 5 ans de ma vie. Alors, j'ai pas réussi à tout récupérer, et ça aussi, c'est un grand manquement de l'aide sociale à l'enfance que je dénonce, de me dire, mais où est toute ma vie que pourtant vous avez recensée? Mais j'ai récupéré à peu près donc, de mes 12 ans jusqu'à ma majorité. Comment ça se... C'est vraiment des feuilles et des feuilles, en boucle, avec beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs de l'institution. Ouais. Quel type d'erreur, Natania? Ça va commencer au BABA, mon prénom. Ouais. Déjà, mon prénom, on va m'appeler Natanaya sur pas mal, sur on va dire un peu moins que la moitié du dossier. Il y a des gros trous, par exemple, lorsque j'arrive en foyer d'urgence, donc à mes 15 ans et demi, j'arrive pour une durée de 3 mois et demi. Et lorsque je lis en fait mon dossier d'ASE, d'aide sociale à l'enfance, je me rends compte qu'ils écrivent que j'arrive pour 3 jours, que je disparais, donc, alors que je suis censée sous leur protection. Je disparais et boum, j'atterris dans un autre foyer. Or, je ne suis pas restée 3 jours, mais 3 mois et demi. Qu'est-ce que c'est, Natania, un foyer d'urgence? Un foyer d'urgence. Un foyer d'urgence, c'est un foyer où on nous sort d'une situation d'urgence, pour ma part une séquestration, mais ça peut être lors de signalements graves, par exemple pour des faits de violence, de malnutrition. Enfin, dès qu'on va signaler une situation d'urgence, c'est à ce moment-là qu'on vient te placer dans un foyer d'urgence, dans l'attente que tu sois placé dans un autre foyer. Je ne sais pas si c'est clair, mais... Okay. Oui, bien sûr, c'est très clair. Mais moi, ce que je comprends par rapport à ce dossier, par rapport ne serait-ce qu'à ton prénom, qui est le b.a.-ba, le minimum de la considération d'un enfant qui est pris en charge par l'État, ton prénom qui est mal restitué, la temporalité, tu es resté 3 mois dans ce foyer d'urgence, il est marqué 3 jours. Ça veut dire que... Est-ce que tu avais déjà conscience de ton jeune âge que tu n'étais pas considéré, ou c'est à l'âge adulte que tu t'en es rendu compte et que tu en as pris conscience? J'ai envie de dire que quand tu n'as jamais vraiment été considéré, ça en devient une habitude. Donc tu ne peux pas vraiment te rendre compte de la gravité de la situation. Et puis il se passe qu'il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, à la suite de problèmes de santé, j'ai besoin de récupérer, donc, parce que lors de mon foyer d'urgence, j'ai dû être admise à l'hôpital parce que j'avais des gros problèmes de santé. Et donc, dans le cadre d'une opération, j'avais besoin de récupérer ce dossier. Et donc, j'appelle le premier foyer d'urgence en leur disant « Coucou, c'est moi, vous vous rappelez peut-être pas de moi, mais je cherche à avoir mon dossier. » Et ils me disent « Mais en fait, on n'a rien. » Et donc là, ça commence à me faire un petit tilt de me dire « Mais je ne comprends pas comment vous n'avez aucune trace de mon passage. » Et donc, ils me redirigent vers un service, cette fois-ci, d'archives de mon deuxième foyer. Et il m'envoie donc la totalité de ce dossier. Et donc, j'arrive pas à endormir. Je me mets à tout lire. Et je suis choquée. En fait, je suis choquée de voir tous les manquements. Je suis choquée de voir qu'avant même mon placement, ils avaient largement préconisé mon placement depuis bien longtemps. Et que malgré ça, il a fallu attendre qu'à 15 ans, je prenne la décision de quitter le domicile familial parce que la situation devenait extrêmement dangereuse. Donc pardon, mais le placement en foyer d'urgence, il s'est fait à ton initiative. C'est toi qui as quitté le foyer et qui t'es rendu... Alors, j'ai quitté le domicile. Donc j'étais sous la tutelle de ma tutrice qui était ma grande sœur à l'époque. J'ai fini par quitter le domicile à l'âge de mes 15 ans parce que c'était juste plus possible. J'ai dormi un peu à droite à gauche jusqu'au jour, au bout de 6 mois, où j'ai fini par me faire séquestrer par mon ex-compagnon. D'accord. Et qu'au bout de cette séquestration, la police est arrivée. Et quand en fait ils ont compris, parce que c'est eux-mêmes qui m'ont, mais j'explique vraiment tout dans le livre, mais c'est eux qui m'ont expliqué en fait la situation, c'est-à-dire que ma tutrice avait un impact dans cette situation, et donc forcément elle perdait automatiquement la tutelle. Vu que j'avais plus aucun tuteur, j'ai directement été placée en foyer d'urgence pendant une durée de 3 mois et demi. D'accord. Et j'ai attendu en fait le placement d'un autre foyer parce que j'étais séquestrée, mais en banlieue parisienne. Je suis née à Paris. Et donc, je devais attendre que quelqu'un de Paris me trouve une place dans un foyer. Un foyer, donc, dit normal. Dit normal, c'est ça. Ouais, et dit normal, tu lèves les yeux au ciel parce que qu'est-ce qui se passe dans un foyer dit normal? Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dans ce que j'ai lu juste avant, c'est, je ne le savais pas, je l'ai appris au niveau des chiffres, des statistiques, qu'en moyenne, un enfant placé a 20 ans d'espérance de vie en moins. Ouais, à cause des troubles psychologiques que ça endure, parce que... Un enfant placé, il faut être aussi très honnête, mais a tendance à beaucoup plus prendre de drogue, à s'alcooliser. Et puis les troubles psychiques ont forcément des incidences sur ta santé physique. Et d'ailleurs, ça a été prouvé scientifiquement à l'heure actuelle que justement, quand tu as des troubles psychologiques, en fait, les traumatismes se collent à ton ADN. Et ça, j'ai trouvé ça hyper passionnant de me dire que ton ADN n'est plus le même à partir du moment où tu as vécu un traumatisme. L'épigénétique. Exactement.
Et j'ai trouvé ça passionnant. Qu'est-ce que c'est, Nancy? En réalité, tu sais, quand on explique qu'en réalité, tout ce qui est gène héréditaire, qu'on pourrait avoir, par exemple, ma mère a un cancer ou a une maladie héréditaire ou de la thyroïde que je pourrais avoir, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. Finalement, en fait, l'épigénétique veut que les traumatismes, même de nos grands-parents, par exemple, qui auraient vécu la guerre, peuvent finalement se retrouver dans les générations. Par exemple, moi, je peux hériter les traumatismes de mon grand-père qui aurait vécu une guerre. Donc, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, finalement. C'est les traumatismes que tu vas vivre, qui vont avoir une incidence et un impact, et même une trace sur ton ADN. Ah, c'est les traumatismes transgénérationnels. Voilà, transgénérationnels, et qui vont finalement être marqués sur l'ADN, qui va lui-même se transmettre au fil des générations. Alors, il y a une petite différence. Les traumas transgénérationnels, souvent, on est plutôt sur des traumas psychologiques, etc. Là, c'est vraiment une trace sur l'ADN d'un choc. Et ça a été prouvé, ça, scientifiquement? Ça a été prouvé scientifiquement, mais même les traumatismes dont tu parles peuvent avoir une trace sur l'ADN. C'est tous les traumatismes, c'est-à-dire les traumatismes de guerre même. Oui, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on parle de trauma transgénérationnel, souvent on fait référence aux traumas psychologiques qui vont se transmettre de génération en génération sans lien véritable avec l'ADN. Là, ça a un impact sur l'ADN. Alors, ça ne veut pas dire que ton ADN est déformé et que ça a un impact forcément négatif, mais il y a une trace. En tout cas, il y a une trace. Voilà. On parlait de cette espérance de vie, tu nous as expliqué pourquoi elle était amoindrie chez les personnes qui ont connu les foyers d'aide sociale à l'enfance. Il y a aussi pas mal de... Énormément. Mais d'ailleurs, Claude Ardide aussi le fait très bien dans La Fabrique du mal, que j'invite vraiment. C'est un livre qui est sorti récemment, que j'invite tout le monde à lire. Il a fait vraiment... Donc c'est un journaliste qui a vraiment fait une enquête là-dessus. Mais oui, il y a énormément de... Pourquoi la protection est encouragée, elle est favorisée dans ce contexte? Mais parce qu'on n'est pas protégé, on n'est pas du tout protégé, que du coup pour les MAC, forcément les enfants placés sont la proie idéale, contrairement à ce que les gens peuvent penser extérieurement, il n'y a vraiment aucune protection pour les enfants qui sont placés. Moi pour ma part, c'est vrai que lorsque je suis arrivée en foyer d'urgence, j'ai été assez sidérée, et encore plus aujourd'hui que j'ai 26 ans et que j'ai le recul de me dire, mais vous le saviez que je sortais d'une situation d'urgence, vous le saviez que j'avais vécu des traumatismes graves, je n'ai suivi aucune thérapie. Aucun psychologue n'est venu me voir, pas une seule fois. Parce que moi, Nicolas. C'est ce que j'allais dire, en fait. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que finalement, à quoi sert ce foyer d'urgence et à quoi sert À t'entasser. À quoi sert ce foyer, finalement? Parce qu'on a l'impression que quand on dit ça, c'est un peu une solution à un environnement qui était malsain au début. Donc, on te met à la base un environnement qui devrait être plus sain pour toi. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que ce que tu me racontes, il se passe rien. Autant rester dans ton... Enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est aujourd'hui le vrai problème, c'est que l'État, et d'ailleurs ça c'est une vraie question qu'on se pose, c'est comment ça se peut que les règles pour l'aide sociale à l'enfance n'ont pas changé depuis 1974. Je ne sais pas si on se rend compte, mais c'est alarmant de se dire que rien n'a évolué depuis 1974 et qu'aujourd'hui, il y a toujours ce truc où ils vont préconiser de rester en contact familial. Et je me dis, mais comment c'est possible, sachant que vous retirez un enfant parce que justement il est dans un environnement toxique, mais que vous voulez continuer à entretenir un lien avec cette toxicité. L'enfant ne peut pas s'en sortir. Donc on en vient à un stade où en tant que mineur, tu dois choisir entre la peste et le choléra. Est-ce que tu décides de rester dans ta famille qui te détruit, ou est-ce que tu vas dans un système qui est censé te protéger, mais qui te brise? Et d'ailleurs, la commission d'enquête parlementaire l'a très bien expliqué et assume complètement la responsabilité de l'aide sociale à l'enfance, qui est là d'ailleurs pour abîmer encore plus les enfants. Et ça devient catastrophique. C'est Isabelle Santiago, donc membre du Parti Socialiste, qui a souhaité mettre en lumière les dessous de ce que vivent les enfants placés. En effet, tu as raison, Natania, il y a une commission d'enquête parlementaire. Voilà, aujourd'hui, il y a 400 000 enfants et jeunes majeurs qui dépendent de l'ASE. C'est quand même beaucoup. On les appelle les enfants de l'État. C'est ça. C'est censé être les enfants de l'État. C'est censé être les enfants de l'État. Mais qui dit enfant de l'État dit responsabilité. Ça devrait. C'est quoi la différence entre l'ASE et la DAS? La DAS, c'est l'ancien nom. Ah, c'est l'ancien nom. Ouais, c'est tout. C'est juste que, avant, le nom qui a évolué depuis 74, en fait. C'est concrètement à peu près ça, ouais. C'est un peu aucun suivi psychologique Non, alors quand j'ai été placée dans mon second foyer, j'avais un rendez-vous mensuel obligatoire. Mais il y a une seule psy pour tout le foyer, donc concrètement 24 filles. Le problème à l'heure actuelle, donc oui, bien sûr, les gens vont parler de manque de moyens financiers, c'est évident. Mais le vrai problème, c'est qu'il y a un énorme sous-effectif dans tous les domaines. Donc forcément, tu te doutes bien qu'une psy, 24 jeunes, elle est dépassée.
elle est dépassée, elle peut pas vraiment aider les jeunes. Et donc forcément, nous, en fait, on est juste entassés. Il n'y a aucune responsabilité derrière. Donc en fait, concrètement, le foyer consiste en quoi? Il y a des éducateurs qui sont là pour noter tes moindres faits et gestes. Donc ils tiennent un carnet. Moi, ça, je l'ai appris juste avant d'être jetée dehors comme une malpropre à mes 18 ans. Mais en gros, ils tiennent un carnet où ils notent vraiment tout. Ils sont là aussi pour te mettre... pareil, tu as des choses à faire concrètes. Par exemple, tu as des tâches ménagères. Moi, j'avais pris des photos de ça à l'époque. J'ai encore des photos dans mon téléphone. Et par exemple, moi, j'étais chargée de nettoyer toutes les toilettes de tout le foyer. À moi seule. Pourquoi? Mais c'est pas à la place d'un enfant. Apparemment, si. Et donc, si tu refuses de faire ces tâches ménagères, en tout cas, dans mon foyer, c'est comme ça que ça se passait, on nous retirait 5 € d'argent de poche de 50 € mensuels. Donc, je me dis, à quel moment c'est censé vraiment aider les enfants dans ce contexte-là? Tu avais 50 € par mois? Ouais, on a 50 € par mois, donc on a 50 € par mois d'argent de poche. Jusqu'à tes 18 ans? Ouais. Et 20 € d'hygiène donc pour tout ce qui est hygiénique pour les femmes, qui ne sont pas tout le temps données d'ailleurs, et 50 € de vêture, donc 50 € de vêtements que tu dois justifier sur ticket de caisse, sinon tu dois l'argent. Voilà, c'est comment ça se passe. Et après, c'est peut-être parce que vraiment, je ne m'y connais pas du tout, mais ça veut dire que du coup, quand tu as à 18 ans, tu n'es plus sous la responsabilité de ce foyer ou de l'État, c'est ça? Alors, il y a une loi qui est passée en 2022, comme quoi ils ne peuvent plus justement délaisser les enfants à partir de leurs 18 ans. C'est une loi qui n'est pas du tout respectée. Aujourd'hui, c'est pour ça que les associations croulent sous le travail, parce que c'est pour ça d'ailleurs qu'un SDF sur 4 aujourd'hui provient de l'aide sociale à l'enfance. C'est parce qu'on est relâché dans la nature. Moi, en tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi à peu près 3 mois avant ma majorité. Et est-ce que c'est possible, du coup, pendant on va dire que cette garde au foyer, peut-être que je dis complètement n'importe quoi, mais le système d'adoption, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une famille qui pourrait peut-être... Alors, je sais pas. C'est les familles d'accueil. Alors ouais, il y a des familles d'accueil, mais pareil, il y a eu énormément de scandales par rapport aux familles d'accueil. Avec des familles qui font ça pour l'argent. Qui font ça pour l'argent et qui... des jeunes. Il y a eu un scandale récemment qui est sorti justement là-dessus. Et le problème, et ça c'est très triste, c'est qu'en général, pour les adoptions, les gens ont tendance à vouloir adopter des nourrissons. Passé un certain âge, on n'intéresse plus personne. Et puis il faut aussi admettre que faut pas non plus, faut pas se leurrer dans le sens où c'est pas facile un enfant placé. On a des traumatismes, on ne réagit pas du tout de la même façon que la plupart des gens, et tout le monde n'est pas apte aujourd'hui à s'occuper d'un enfant placé. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate aujourd'hui avec les éducateurs quand on voit qu'il n'y a aucune formation, parce que normalement, il devrait y avoir des formations pour l'aide sociale à l'enfance et pour les éducateurs. On va parler des éducateurs dans quelques instants, mais pour rebondir sur ce que tu dis, j'aimerais te faire réagir, Natania, à une enquête du média RMC. C'est une jeune mineure de l'ASE, donc de l'aide sociale à l'enfance, qui témoigne de son vécu. Elle explique que le premier jour de son arrivée dans un foyer, on lui a demandé de se protéger. Elle a été contrainte de le faire parce qu'elle était menacée de séquestration. Elle a donc dû se protéger pendant 2 ans. Elle décrit le profil des hommes en disant que c'était des hommes de tout âge, des papis, des papas, des tontons, des frères. Elle explique que l'ASE était au courant de ces agissements, mais qu'ils ont préféré garder le silence. Pourquoi? Comment on peut garder le silence face à une situation comme celle-là? Comment c'est possible? C'est le but aujourd'hui non seulement de l'ouvrage, mais aussi de toute cette libération de la parole, c'est d'essayer un peu de secouer les gens. Et en fait, on se rend compte que l'État ne bougera pas. Donc, on est obligé de bouger justement les auditeurs, les gens qui regardent. Parce que plus on sera nombreux à dénoncer, moins ils pourront faire les aveugles là-dessus, quoi. Ça t'est arrivé, toi? Il y a déjà quelqu'un qui t'a proposé de faire ça? Le premier jour. Le premier jour? Premier jour, foyer d'urgence. J'ai été reçue, donc, au moment de mon inscription, un éducateur qui était censé être l'éducateur référent, donc le directeur des éducateurs, qui me dit, voilà, il y a tel jeune qui va sûrement venir te voir pour te protéger. Si tu as envie, viens dans mon bureau afin que je puisse te donner des préservatifs. Quoi? Mais c'est pas possible. Mais moi, à l'époque, ça me choque pas, parce que dans mon encadrement et dans ce que je connais, je me dis, ah cool, au moins il s'intéresse. Aujourd'hui, je me dis, mais c'est lunaire. Comment on a pu accepter ce genre de choses? Et le pire dans tout ça, c'est que j'ai gardé contact avec certaines jeunes et avec certains éducateurs qui m'expliquent aujourd'hui qu'il n'a jamais passé la moindre formation pour être éducateur et qu'en fait, il était uniquement le petit frère de la directrice. 2 questions. Natania, comment tu as réagi face à cette proposition qui t'a été faite alors que tu étais jeune? Honnêtement, j'ai rien dit. Et que tu étais certainement en urgence? Ouais, non, honnêtement,
Oula, il y avait déjà énormément d'éléments dans ma vie à ce moment-là. Genre, je venais de sortir d'une séquestration de 9 jours. J'avais la police qui essayait de m'expliquer l'implication de ma famille là-dedans. Et tu découvres un tout nouveau environnement très particulier. Donc honnêtement, je me souviens pas vraiment avoir réagi. Je pense pas d'ailleurs n'avoir réagi. Est-ce que tu as la possibilité aujourd'hui, maintenant à l'âge adulte, de déposer plainte, de monter des dossiers avec d'autres personnes contre ces personnes qui avaient une responsabilité, celle de te protéger? Complètement. Oui, on peut bien sûr déposer une plainte contre l'aide sociale à l'enfance. Après, le temps que ça va prendre, l'énergie que ça va demander, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le mieux à faire, c'est de pouvoir justement faire cet appel-là pour dire à tous les jeunes qui ont été placés, qui ont eu une mauvaise expérience, de se souder. Je pense notamment à Lias Loufoque, qui est un mec juste exceptionnel qui milite justement pour le droit des enfants et qui fait ça très bien. Mais plus on sera nombreux, plus la plainte aura forcément de l'impact. Quand aujourd'hui tu mènes ce combat avec ce livre-là, est-ce que tu te rends dans ces foyers? Est-ce que tu vas à la rencontre des jeunes filles qui y sont actuellement? Est-ce que tu constates que les choses sont identiques, ont quand même un peu évolué? C'est quoi le constat que tu fais aujourd'hui? Alors j'ai essayé de contacter mon dernier foyer, avant même l'écriture du livre, pour pouvoir, parce que j'ai essayé de plusieurs fois de leur amener certaines choses pour pouvoir les aider. Ils me ferment complètement la porte. Ils refusent mon aide. Donc aujourd'hui, je vais plutôt à la rencontre des éducateurs. D'ailleurs, récemment, j'étais à Cosne-sur-Loire pour un festival du livre. Donc j'ai 2 éducatrices qui sont venues me parler à cœur ouvert. Et puis justement, on peut essayer d'échanger là-dessus. Mais j'aimerais faire plus, justement. Et c'est pour ça aujourd'hui que je fais aussi toutes ces interviews et tous ces trucs-là, quoi. Natania, je suis convaincue, et je le sais, je le sais qu'il y a des personnes qui nous regardent, des agiatrices, des agitateurs qui sont en foyer, qui nous regardent de leur foyer. Certainement, qui se reconnaissent peut-être dans ce que tu décris, dans ce que tu dis. Si tu peux, là, tu peux t'adresser à eux. Qu'est-ce que tu veux leur dire? Qu'ils ne sont pas oubliés. Je sais que majoritairement, ils ne sont pas assez entendus, pas assez regardés, et qu'ils ont l'impression que leur vie n'a pas d'importance du tout. Sachez que ce n'est pas le cas et que ceux qui ont vécu ça, on fait vraiment tout le nécessaire justement pour que vous soyez entendus. Et grâce à toi, grâce à tous ceux justement qui s'intéressent à ce sujet, on va enfin, j'en suis certaine, moi j'ai toujours eu espoir dans ma vie et justement j'essaie de leur donner cet espoir-là, que je sais que ça prend du temps, faites preuve d'un tout petit peu de patience et c'est terrible de demander de la patience à ces jeunes-là, mais vous êtes entendus et vous n'êtes pas oubliés. Voilà. Je pense que c'est ça le plus important aujourd'hui. Juste, j'ai pas envie de m'arrêter dessus, mais j'ai envie de le dire parce que c'est un sujet qu'il peut y avoir parfois. Tu sais, quand on parle de l'univers de la télédivertissement, de la télé-réalité, beaucoup disent certains sont castés pour leurs failles, pour les problèmes du passé, etc. On en avait parlé à l'époque. Ce que je dois comprendre, c'est que toi, tu sors de ton foyer, donc t'es poussé dehors à l'âge de 18 ans, quelques mois après à peine. Tu es dans un autre foyer, les anges. C'est pour ça que justement, j'en parle dans. Ah oui, c'est pour ça que j'en parle justement dans le livre. Et il y a beaucoup de gens justement maintenant qui sont revenus me voir en me disant « Je comprends mais tellement mieux pourquoi tu réagissais comme ça, pourquoi tu te renfermais, pourquoi tu étais si triste, pourquoi lorsque certains candidats t'ont insulté, etc. Pourquoi ça t'a autant touché ?» Mais parce que je me suis dit « Mais moi, j'ai crevé la dalle. » Au sens propre du terme, j'avais mal au ventre pour ne pas justement tomber dans ces dérives-là, pour au final aller dans une émission de télé-réalité en me disant « Ça y est, ma vie va changer ». Et en fait, non, tu reviens encore un enfer, quoi. Et d'ailleurs, on en avait parlé, je crois, il y a maintenant 7 ans. Ouais, ça fait un moment. 7 ans, et j'en avais, je crois, je ne sais pas si je t'en avais parlé en in ou en off, je ne sais plus, mais j'avais dit, justement, je le fais aussi dans le cadre de c'est mes copines de foyer qui vont regarder l'émission de télé en se disant « Waouh, Natania, elle a réussi dans sa vie. Ouais. Warning alerte, non, j'ai souffert. Et à quel prix? Et c'était aussi dans ce but-là que j'avais dénoncé ce qui s'était passé à l'époque dans Les Anges. Quand tu es arrivée, Natania, avec ton dossier, tu as commencé à nous dire que depuis la sortie de ton livre, donc L'enfant oublié, tu avais ta famille ado. C'était déjà le cas avant, puisque j'avais coupé avec eux. Donc tu as dit que tu étais harcelée. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu vis concrètement? Qu'est-ce qui se passe avec les membres de ta famille? Est-ce que j'ai... Ouais, de toute façon, pour une année, mais j'ai déjà déposé... je suis déjà à 3 plaintes en l'espace de 3 mois. Donc on a une plainte par mois, c'est génial. Contre ta famille? Contre ma famille, ouais. Alors, j'ai mon frère qui a été encore une fois incarcéré pour des faits très, très, très graves. Je ne suis ni mêlée ni de près ni de loin à cette histoire, mais forcément, il faut trouver un coupable, moi. Et donc, alors on a piraté mon iCloud parce que j'avais ma petite cousine qui était très, très proche de moi, qui s'est retournée contre moi, qui a volé mes coordonnées de téléphone. Mes conversations sont envoyées à tous mes proches. Conversations privées qui sont envoyées à tous mes proches. J'ai des faux comptes, vraiment, je ne pourrais même plus les quantifier,
tellement j'ai des messages d'insultes et de menaces. Chaque fois que je passe sur un plateau, dans un plateau interview, n'importe quoi, il y a tout le temps le média qui est appelé et insulté et menacé. Et ça depuis maintenant 4 mois en boucle. Donc tu seras certainement le prochain. Oh, Natania, j'ai l'habitude. Je pense que tu es habituée avec moi maintenant, je suis désolée. Donc voilà, moi je continue, justement je veux leur montrer que je n'ai pas peur et que justement je trouve ça lunaire parce que je me dis mais je dénonce justement vos comportements toxiques et vous répondez à ces comportements toxiques en continuant ces comportements toxiques. Donc ça n'a aucun sens, mais je continue à faire des choses simples, aller au commissariat, déposer plainte encore et encore et encore et apprendre sur moi. De toute façon, il n'y a que ça à faire concrètement, donc, mais voilà, c'est sans fin. Et pour les jeunes de foyer qui vivent tout ça, est-ce que par exemple il y a soit une association, soit un numéro d'urgence qu'ils peuvent peut-être appeler? Il n'y a pas encore de numéro d'urgence concernant. Non, il n'y a pas de numéro d'urgence et d'ailleurs c'est quelque chose que je propose à la fin de mon livre. Donc j'écris une lettre aux institutions leur proposant des solutions. Je pense qu'une des solutions la plus rapide et nécessaire, ce serait de créer un organisme extérieur au foyer qui pourrait justement venir surveiller les conditions de vie, surveiller les jeunes, etc. Aujourd'hui, en fait, si tu veux te plaindre de l'aide sociale à l'enfance, tu dois appeler l'aide sociale à l'enfance. Ouais. Mais du coup, c'est pas logique. Oui. C'est le problème. Donc malheureusement, il faudrait appeler la police, sauf que je te laisse imaginer le schéma d'un jeune placé qui appelle la police pour se plaindre des éducateurs. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc ouais, je pense qu'une des premières solutions qui devrait être mise en place, ce serait vraiment de créer cet organisme extérieur au foyer. J'aimerais, toi tu me connais, tu vois déjà dans mes yeux que je vais dire quelque chose mais qui me tient à cœur. C'est la, je vais pas spoiler, mais juste la fin de ton livre parce que je trouve ça très poignant. Lettre à maman. Tu dis maman, me voici bientôt à la fin de mon récit. Je termine d'écrire les dernières pages de ma vie et comprends que dans quelques jours, cela fera 24 ans que tu es parti. Ta douleur a pris trop de place et l'espoir ne pointait pas le bout de son nez. Moi, j'ai décidé de combattre, même si tout me paraissait noir, pour moi, pour toi, pour ceux qui en ont besoin. Mais une partie de moi est morte aussi, l'insouciance. Aujourd'hui encore, je ne marche jamais, les écouteurs dans les 2 oreilles par peur qu'on revienne me chercher, qu'on m'attrape par les cheveux et qu'on m'enferme à nouveau. Tu finis ton livre en t'adressant à ta maman. Pourquoi? C'est pour elle. Ma maman, elle donc elle n'est pas partie d'une maladie, on l'a vraiment détruite. Je sais qu'on essaie encore aujourd'hui de me détruire et que je finisse comme elle, et ça avait sens pour moi de lui rendre ce bel hommage, parce que c'était vraiment une femme exceptionnelle. Et voilà, je voulais juste montrer ce schéma-là de résilience et de force, et lui donner ce crédit-là à elle, parce que c'est ma mère, c'est ma lumière, c'est ma vie, et j'ai pas eu l'occasion de pouvoir la prendre dans mes bras, ne serait-ce qu'une fois, donc je lui dédie tout ça. T'as conscience que, on en a parlé en off, donc je sais que je peux le dire là, t'as conscience que tu guériras jamais? Non. À 100%? Non. Qu'il va falloir vivre avec? Je sais. Ok. Je sais, mais voilà, ça fait maintenant, ça va faire 7 ans que je suis en thérapie, que je suis tout le temps en thérapie et que je fais au mieux avec ce que j'ai. J'essaye d'être la plus droite possible. J'essaye de surtout pas reproduire justement ces schémas de toxicité. Et donc pour ça, il faut les traiter. Parce que même inconsciemment, parfois, tu ne te rends pas compte, mais tu as quand même des blessures qui peuvent faire du mal aux autres. Et donc j'essaye de les traiter pour éviter la casse. Et surtout ne pas reproduire ces mêmes schémas. En tout cas, ne te pense pas moins compétente ou moins bonne que les autres, ou ne t'en veux pas parce que tu fais de la thérapie. Sache que tout le monde en a besoin et c'est même top que tu puisses le faire, on en aurait tous besoin. Je suis d'accord. Vraiment. C'est gentil. Et puis même si tu guériras peut-être jamais, ça fera peut-être une force pour toi. Donc, vraiment, de toute façon, je n'ai pas le choix de me dire ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on entend ce genre de témoignages, il y a beaucoup de gens qui ont tendance à dire « ça t'a rendue forte ». Et je déteste ces termes-là. Je suis d'accord avec toi. Non, genre ça rend pas fort, ça brise. Ça crée des insécurités terribles. Ça te rend très différent aussi. Et c'est très compliqué après de se mélanger aux gens. Aujourd'hui, voilà, j'ai 26 ans. Je suis en vie. C'est déjà un miracle. Mais à quel prix? Genre, j'ai confiance en personne. Je me renferme vite sur moi. J'ai toujours des terreurs nocturnes impossibles. Enfin, il y a quand même des séquelles très graves. Et à vie, j'imagine. Et à vie, c'est ça. Je vous propose un petit mot, chacun pour conclure cette émission et ce sujet, ce témoignage poignant de Natania. Jennifer. Alors, c'est difficile de trouver les mots avec l'émotion, évidemment. Déjà, merci pour ta sincérité, ton authenticité, ton sourire, ta lumière, parce que
dans tout ce que tu as partagé de très sombre, moi, je retiendrai et je souhaite retenir uniquement cette lumière que tu nous as apportée aujourd'hui. Donc, merci pour ça. Et puis, je veux rebondir sur ce que tu as dit et les personnes qui s'adressent parfois à nous, à d'autres personnes, parce que je pense qu'on se reconnaît dans ton histoire, alors à des degrés différents, mais qui nous disent ça te tue pas, ça te rend plus fort. Cette phrase, elle est difficile à entendre pour les personnes qui traversent des tempêtes émotionnelles et des épreuves difficiles. Donc voilà, contentez-vous de simplement être là, de donner un sourire, et si vous n'avez pas l'impression de réussir à trouver les mots, ne parlez pas. Voilà. Merci Jennifer. Nancy. Alors, oui, bien sûr que les épreuves de la vie, elles nous tombent dessus, on ne les choisit pas. Donc même si ça ne nous rend pas plus forts, parce qu'on est comme tout le monde, on n'a pas forcément envie d'être courageux, nous aussi, ça sera quand même une force et tu le verras. Tu verras en quoi ça sera. Et je pense que tu le sais déjà, parce que finalement, tu aides plein d'autres femmes. Tu vois, tu aides plein d'autres femmes, rien qu'avec ce livre. Donc finalement, cette épreuve, qu'elle te soit tombée dessus, c'est triste, mais ça sera quand même une force. Et moi, je garde le positif et je me dis que l'avenir, voilà, même si tu devras encore travailler très dur avec des thérapies, il y a quand même peut-être du positif qui t'attend. Donc, on va garder quand même espoir. C'est gentil. Et Nico, enfin, ton mot de la fin. Je t'ai vu touché par le discours de Natania. J'aurais jamais cru venir ici et vraiment être ému pour de vrai, parce que je suis abasourdi par le fait déjà que 50 de ta vie est résumé en un classeur de quelques pages. Déjà, je suis ému par rapport à ça, tu vois. Puis je me dis, en fait, comme a dit Jennifer, heureusement que ta lumière sort plus que l'histoire obscure que tu as vécue, et que finalement des femmes comme toi existent pour vraiment continuer à mener un combat qui, des fois, on n'en a même pas parlé. Alors, je suis vraiment abasourdi par ce qui se passe. Et finalement, je me dis, heureusement que tu existes, Natania, pour de vrai. C'est très gentil. Merci beaucoup. Et moi, Natania, j'ai rien d'autre à dire, parce qu'on s'est déjà tout dit, tu sais déjà tout. Et je trouve que c'est l'accomplissement, voilà, d'un combat, d'une bataille que tu mènes et que tu menais sans le savoir depuis toutes ces années, bien avant que je te connaisse. Tu as chamboulé aussi ma vie professionnelle malgré toi. Tu vois ton niveau. Mais pour le meilleur, au final, tu m'as appris à devenir courageux. C'est gentil. Tu vois, sans le savoir. C'est gentil. Tu m'as appris à faire face à l'adversité, face aux personnes qui veulent t'isoler. Exactement. Tu vois. Et moi, je retiendrai ça aussi de ma rencontre avec toi. Ma rencontre avec toi, elle m'a appris beaucoup sur moi. Et je te le redis et je te le réitère toutes ces années après. Voilà. Merci. Il y a eu un avant, il y a eu un après, et je serai toujours là pour porter tes projets. Voilà. Gentil. Et ça, c'est un beau projet, et je vous invite à le lire. L'enfant oublié, c'est un joli témoignage. Au-delà d'être un joli témoignage, c'est un témoignage qui est nécessaire. Je pense que vous l'avez compris. Voilà, c'est un sujet dont il faut parler, dont on va continuer de parler. On va se prévoir d'autres choses sur ce sujet-là. Avec grand plaisir. Merci, Natania. Merci à vous. J'aimerais juste aussi une toute petite pensée, enfin une grande pensée du coup à Emeline et Lily, qui sont deux jeunes filles qui se sont donné la mort lorsqu'elles étaient dans des hôtels placés par les sociales à l'enfance, qui avaient uniquement 11 et 13 ans. Donc voilà, une grande pensée pour eux et pour elles, et merci en tout cas pour tous vos gentils mots. Merci à toi d'aider autant de gens. C'est gentil. Merci vraiment. Merci. Merci Natania, merci à vous de nous avoir suivis. Désolée de vous quitter sur autant d'émotions. C'est comme ça, c'est la réalité du plateau. On se retrouve la semaine prochaine. Merci Nico. Merci. Ça a été extraordinaire, vraiment, à nos côtés. Je l'adore. Moi aussi. Ah ouais, vraiment. Merci, vous aussi, je vous adore, agiatrice, agiateur. Et merci à la régie aussi pour leur super travail. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bye bye. Merci.